C'est maintenant le temps de passer à l'exposé, à la conférence du docteur Jean-Yves Jordana, qui a construit, qui fabrique la psychiatrie, la santé mentale dans les Alpes-Maritimes, et qui a été le fabricant, concepteur du colloque d'aujourd'hui, qui nous a sollicité. Donc, merci à vous. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur l'axe 1 que Jean-Pierre Olivier vient d'évoquer et qui était je crois qu'il a parlé d'amplifier, d'accroître la démocratie sanitaire, le mouvement de démocratie sanitaire. Et je prendrai comme exemple 2 organisations que je connais un petit peu, qui sont le Conseil local de santé mentale et le projet territorial de santé mentale. Quand on parle de démocratie sanitaire, on peut définir ce mouvement comme une démarche qui associe l'ensemble des acteurs du système de santé, c'est-à-dire les professionnels, les usagers, les aidants, les acteurs communautaires et les élus, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé d'un territoire. Donc vous voyez que ça fait référence à cette participation de tous les acteurs de santé, on parle de démocratie participative, dans un esprit d'échange, de partage, de dialogue, de concertation. Et ça peut prendre certaines modalités, on peut avoir différents registres d'application de cette démocratie en santé. Le mode représentatif, c'est la présence des citoyens dans les instances de gouvernance des institutions, par exemple, ou bien, on l'a vu récemment sur différents autres domaines, des jurys citoyens et des propositions qui viennent des citoyens. Alors, la démocratie participative, vous voyez, c'est cette nouvelle conception de la prise de décision qui n'est pas entièrement déléguée à un élu, mais qui est préparée, qui est construite, qui est prise avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on replace le citoyen au cœur de la décision, il va donner son avis, il va participer à l'élaboration, même si, au final, c'est la personne qui est décisionnaire qui va prendre la décision. Vous l'avez bien vu avec la Covid, où les gens, les citoyens se sont exprimés, un conseil scientifique très informé des données médicales a pu donner un avis. Il y a eu des arbitrages qui ont été portés par le plus élu des élus, qui a décidé de faire ceci, de faire cela, avec l'éclairage apporté par chacun. Donc on est dans une évolution qui donne une place particulière à chaque citoyen, c'est une évolution vers l'autonomisation. Alors la démocratie, sur le plan étymologique, vous savez que c'est l'ensemble des citoyens qui occupent un territoire donné, avec cette notion de retrouver le pouvoir d'agir, puisque démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. Et Michel Foucault nous disait quand même que le pouvoir était étroitement lié au savoir. Et ça a été repris par les associations d'usagers. Et dans l'histoire récente de la médecine, il y a quand même ce temps très particulier, avec l'association Aide par exemple, où les médecins découvrent une nouvelle maladie qui arrive, ils ne savent rien sur cette maladie, qui est le VIH, la pathologie liée au VIH. Et puis d'un côté, il y a des scientifiques qui font des progrès et qui apprennent des choses. Et puis il y a des usagers qui sont touchés par la maladie et qui découvrent des choses, qui apprennent des choses. Et là, on se retrouve dans une situation où qui est expert de l'autre, qui sait le mieux, et vous voyez bien que c'est un mouvement qui reste un modèle quand même sur la façon dont les usagers ont défendu leur point de vue, ce qu'ils acceptaient, ce qu'ils n'acceptaient pas. Donc on est dans une histoire de prise de pouvoir et d'empowerment. Alors l'empowerment, je ne vais pas développer cette notion-là, mais vous savez que c'est quelque chose qui a été très... les exemples qui sont repris, c'est les petites tribus amazoniennes dans les moments de la déforestation, c'est tout ce qui s'est passé avec les suffragettes, c'est-à-dire que c'est des gens, en termes d'une minorité, qui sont quelquefois non reconnus par le collectif et qui revendiquent leur existence, leurs droits. Et donc on a ce mouvement qui concerne la reconnaissance de la compétence et des connaissances que les personnes ont pu acquérir, ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Alors quels sont les objectifs de la démocratie sanitaire ? D'abord, c'est améliorer le fonctionnement et l'efficacité du système de santé. C'est appréhender les questions de santé pour favoriser l'émergence de nouvelles réponses, parce qu'autrement on tourne en rond, on est toujours en train de reproduire les mêmes idées. Et là, on est dans le fait d'accueillir des propositions qui viennent de la base, et on est dans une vision des choses qui est vraiment de la base vers le haut, c'est bottom-up et non pas top-down, où un décideur décide d'appliquer à tout le monde la même décision. Donc promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers.
Ce concept est apparu à la fin des années 90 et a été repris au début des années 2000 par, alors c'était dans le cadre des États généraux du cancer, de la santé, et Bernard Kouchner l'a repris au début des années 2000 dans son projet de loi, dans lequel il disait « En matière de santé, on ne peut plus décider sans demander leur avis aux personnes concernées ». Et donc dans cette loi du 4 mars 2002, il évoque donc les droits des usagers et la qualité du système de santé. Il insiste sur la reconnaissance des droits individuels et collectifs des usagers et la mise en place de leur participation aux instances de gouvernance. Les usagers, les familles, les associations se voient reconnaître un rôle de plein exercice sur les questions de santé. Les développements ultérieurs, suite à cette loi de 2002, eh bien, c'est la loi de Marisol Touraine de 2016, la loi de modernisation de notre système de santé, qui va renforcer les instances de la démocratie sanitaire, créer de nouveaux droits et permettre d'adapter les pratiques et l'organisation de la santé avec les nouveaux métiers. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure. Et puis, ce projet Pactem, alors je vais m'y arrêter 2 secondes parce que je trouve que c'est un très grand modèle pour nous quand on veut développer l'importance et l'intérêt du savoir expérientiel. Dans la formation des futurs médecins, il y a maintenant, dans beaucoup de facultés, la constitution de binômes où il y a d'une part un professionnel de la santé qui va parler de ses connaissances, de ses compétences dans ce domaine, mais il va être accompagné d'un usager de la maladie justement dont il est en charge d'expliquer le fonctionnement pour améliorer la connaissance des étudiants. Alors ça a commencé à Bobigny, je crois, où vous aviez sur la maladie de Crohn, le professeur de gastroentérologie qui venait expliquer comment on faisait le diagnostic, qu'est-ce qu'on voyait dans les radios, etc. Et puis vous aviez un usager qui souffrait de cette maladie et qui vient raconter quelles contraintes on a quand on est affecté par cette maladie, comment ça se passe pour soi. Et je pense que pour les futurs médecins, c'est un regard, un éclairage qui est vraiment essentiel. Voilà, donc tout ça, ce sont des évolutions qui sont tout à fait importantes. Alors, il y a des résistances à cette évolution. On le voit bien, même dans nos services, quand vous avez un patient qui demande son dossier, par exemple, quelque chose de très banal, ça trouble tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il veut savoir, comment, est-ce qu'il faut laisser toutes les feuilles, est-ce qu'il faut en enlever certaines, est-ce que, voilà, et tout d'un coup, pour des choses maintenant d'une banalité, depuis la loi Kouchner, on ne comprend pas trop pourquoi cette fébrilité. Et puis, il y a eu quand même différents scandales où on a vu quand même que l'opinion publique pouvait jouer un rôle important. Alors, vous avez tous en tête, je vais vous en dire quelques-uns, mais il y en a d'autres, les hormones de croissance, le sang contaminé, la crise de la vache folle, la canicule, les problèmes de Servier avec le Mediator, les prothèses PIP, la grippe H1N1, on ne savait plus quoi faire des vaccins tellement on en avait, puis le Covid, où là on ne savait plus comment avoir des vaccins parce qu'on n'en avait pas, et puis des masques dont on disait qu'ils n'étaient pas utiles parce qu'on n'en avait pas, voilà. Donc tout ça, on voit que de plus en plus, sur des questions qui il y a quelques années n'intéressaient pas trop l'opinion publique, on voit que les citoyens maintenant se saisissent de ces questions et ont des revendications autour de ces questions. Alors, quel avenir ? D'abord, l'avenir, c'est qu'on voit ça se renforcer régulièrement des nouveaux droits des usagers, l'arrivée croissante des représentants des usagers dans les instances de gouvernance, donc comment on rapproche les décideurs et les citoyens. Pendant très longtemps, d'ailleurs, la psychiatrie, contrairement à la cardiologie ou à la gastroentérologie, a eu une résistance à accueillir dans ces instances de gouvernance des usagers, vraiment. Et c'est vrai que les représentants des usagers étaient souvent des parents de malades, des aidants de malades, et l'UNAFAM a rendu de grands services en apportant cette parole citoyenne dans ces instances, mais clairement le discours porté par les aidants, et tout légitime qu'il soit, n'est pas le même que celui que portent les usagers eux-mêmes lorsqu'ils sont amenés à évoquer ça. Simplement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir de ça ? Trois aspects peuvent amener à une évolution particulière. D'abord, ça a été évoqué par Jean-Pierre Ollier à l'instant, c'est la révolution numérique, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus friands d'avoir nous-mêmes des informations sur notre santé. Vous ne pouvez pas aller courir sans avoir votre montre qui vous dit où vous en êtes de votre fréquence cardiaque. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes de votre diabète.
Vous savez que si aujourd'hui vous avez fait vos 10 000 pas ou si vous n'avez pas fait vos 10 000 pas, enfin voilà, il y a toute cette information qui revient de la mesure, de l'automesure par les objets connectés. Il y a des recherches, alors je ne vous le dis pas pour vous faire peur, hein, moi j'ai un fils qui travaille là-dedans, là, voilà. Donc actuellement il y a des outils, des logiciels qui travaillent sur des perceptions autour de la mimique, autour de la gestuelle, autour de l'intonation de voix, de la prosodie et des termes qui reviennent au niveau lexical pour essayer d'abord d'approcher, alors on n'y est pas tout de suite, mais je vous assure qu'ils y viennent, pour essayer d'amener le logiciel à faire un diagnostic, et qui dit diagnostic va amener à des préconisations thérapeutiques. Donc on est dans des choses où la révolution numérique va bien au-delà de ce qu'on imagine avec notre montre au poignet quand on va faire le footing. Il y a la conception de l'accompagnement des maladies chroniques qui échappe de plus en plus aux professionnels de santé pour être assurés soit par des aidants, soit par des associations d'usagers. Alors ça, aux États-Unis, vous savez que les professionnels de la santé sont relativement centrés sur les phases précoces, sur les diagnostics, mais après l'accompagnement au long cours, ils ne s'en occupent plus. Et puis, il y a des nouvelles approches, alors ça vous le mesurez bien, parce que les progrès en médecine sont de plus en plus importants, c'est de plus en plus onéreux aussi, les coûts, et ça amène à des arbitrages et se pose le problème de savoir ce qu'on fait. Et vous voyez aujourd'hui, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais vous voyez bien qu'entre faire ce que voudraient les professionnels de la santé, c'est-à-dire réduire la circulation du virus, et puis faire ce que beaucoup de citoyennes demandent, c'est-à-dire ne pas paralyser le pays, à un moment donné, il faut arbitrer. Donc on prend une décision qui plaît, qui ne plaît pas, qui peut décevoir, mais voilà, donc les décisions sont des arbitrages. Alors, il y a un certain nombre d'avancées que vous connaissez parce qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment rentrées dans les pratiques habituelles. Par exemple, la personne doit être informée de tout ce qui va se passer pour elle, et si elle n'est pas en mesure de recevoir cette information, elle doit désigner une personne de confiance, et ça se fait partout, c'est dans les dossiers médicaux, et je crois que dans les CEPOM, on doit identifier combien de dossiers n'auraient pas de personne de confiance. Il y en a d'autres qui sont un peu moins habituelles. Alors, la décision médicale partagée, on y vient quand même, c'est-à-dire que le patient est acteur des soins et quand même, on ne va pas développer une approche thérapeutique contre laquelle il manifesterait une hostilité trop grande, sauf s'il est dans des soins contraints, comme on a pu le voir. Par contre, les directives anticipées, c'est des choses qui se font assez peu, en tout cas de ce que j'en connais. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste, lorsque le patient est en rémission, de négocier avec lui ce qu'on pourrait faire dans l'éventualité d'une récidive, avec son plein accord, ce qui pourrait se passer assez facilement. Quelque chose qui se développe, alors c'est développé en région parisienne, c'est développé dans le nord de la France, dans le département où je suis, il y a la ville de Grasse qui met ça en place, et les ambassadeurs en santé mentale, c'est le service civique, c'est des bénévoles qui reçoivent une formation et qui ont pour mission d'être des médiateurs et de faciliter l'accès aux soins de la population lorsqu'ils sont confrontés à un problème et qui ne sauraient pas très bien comment aborder l'aide qui pourrait leur être délivrée. Je vais vous dire un mot sur deux organisations qui sont les conseils locaux de santé mentale et les projets territoriaux de santé mentale. Simplement pour vous rappeler ce que veulent les usagers. Ce que veulent les usagers, c'est pas forcément de l'assistanat. Voilà, c'est en gros gardez votre aumône, c'est dans cette affiche ce qui est dit. Ce qu'ils veulent, c'est être reconnus et être vraiment dans une possibilité d'être inclus socialement et de participer à la vie de la communauté. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur pouvoir d'agir, reprendre le contrôle de leur vie, et puis le respect de leurs droits fondamentaux, le droit au logement, le droit à des ressources qui leur permettent de vivre décemment, et le respect des droits humains, et moins de stigmatisation et moins d'inégalité dans les soins. En tout cas, ils veulent une chose, c'est qu'on ne parle pas à leur place. C'est pour ça que je disais que c'est important qu'ils soient, eux, dans les instances de gouvernance, parce que ils ont, alors vous connaissez rien à propos de nous sans nous, c'est vraiment très important qu'ils puissent s'exprimer sur leur point.
Alors, le Conseil local de santé mentale, c'est une organisation qui se situe au niveau de la commune, parfois au niveau d'un secteur, et c'est un travail en commun et sans hégémonie de quiconque. Alors ça, c'est très important, c'est le plus important de cette organisation, c'est qu'autrefois, les hôpitaux, depuis les lois Juppé, les lois de 96, la volonté, c'était d'être inséré dans son environnement. On en a parlé encore il y a quelques instants sur la mise en perspective du contexte d'un établissement, sauf que ça ne marche pas. Il y a eu les réseaux Soubi, ça ne marche pas parce que les associations qui pourraient participer supportent assez mal la position forte d'un établissement par rapport aux autres. À l'OMS, ce qui se dit, c'est que le but, ce n'est pas d'avoir des partenaires, c'est d'être partenaire. Et donc, partout, ça a été difficile. Et je pense que c'est une difficulté. Jean-Pierre Ollier, il n'est pas là, mais parle du GHU. Il revient. Voilà, il va revenir. Non, mais c'est parce que le GHT, par exemple, me paraît avoir cette difficulté-là. C'est que c'est le grand établissement universitaire qui inféode les petits établissements locaux, on va dire. Et on voit les résistances et on voit les difficultés que ça peut poser. Dans le CLSM, tout le monde est partenaire. Le pilote, c'est l'élu de la commune. Voilà. Et ça, bon, il a un pouvoir de convocation, il a un pouvoir de décision, et tout le monde est finalement partenaire de cette organisation pilotée par la commune. Et donc, c'est la mise en œuvre des mesures locales en santé mentale, la concrétisation des politiques nationales. Le CLSM, c'est vraiment à la volonté du maire, de la commune, des élus. Et ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif, alors que le PTSM, le projet territorial de santé mentale, c'est au plan du périmètre, c'est le département, et ça c'est une obligation, c'est réglementaire, dans chaque département, il doit y avoir un projet territorial de santé mentale, et dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, un des points forts de l'axe 2 sur les soins, c'est de veiller au déploiement correct des projets territoriaux de santé mentale. Donc on est dans une démarche participative, de proximité, et on parle là de santé communautaire. Alors juste un petit rappel, on va parler de ça, c'est M. Deschamps qui est un professeur de santé publique, qui parle de santé communautaire quand les membres d'une collectivité, géographique ou sociale, réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment des besoins prioritaires et participent activement à la mise en place et au déroulement des activités les plus aptes à répondre à ces priorités. Je vais vous dire quelques mots sur ce qui finalement rapproche beaucoup CLSM et PTSM. En quoi c'est quasiment la même chose, en vous rappelant que le périmètre n'est pas le même et que l'un est facultatif alors que l'autre est obligatoire. Tous les deux dépassent le champ de la psychiatrie et sont centrés sur la santé mentale. Vous savez que la psychiatrie, c'est vraiment l'étude de la maladie, des symptômes, de la pathologie, des troubles, alors que la santé mentale, c'est une vision de l'individu à 360 degrés. Et ce qu'on appelle la santé mentale, c'est ce continuum d'états psychologiques qui vont du pôle de la pathologie au pôle où la personne dispose de toutes ses ressources psychologiques et de sa capacité d'agir. Et vous avez entendu ça beaucoup, puisque maintenant, avec la Covid-19, toutes les municipalités s'emparent de ce slogan. La santé mentale, c'est l'affaire de tous, et la psychiatrie seule ne peut plus avoir le monopole de la réponse de la société. Les points communs, au-delà de s'intéresser à la santé mentale et au-delà de procéder d'une démarche de démocratie sanitaire, c'est de mobiliser des acteurs, je vais y revenir une seconde, afin de favoriser l'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes, d'améliorer leur qualité de vie, et puis au-delà de la promotion de la santé, de la prévention, du repérage précoce, de tout ce qui est de l'ordre de la souffrance psychique, c'est mettre en œuvre une offre de psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité. Les acteurs, c'est les mêmes, c'est-à-dire que lorsqu'on a développé les CLSM et lorsqu'on a mis en place les réunions des PTSM, on a retrouvé les mêmes personnes, c'est toutes les mêmes associations, la même mobilisation de chaque acteur, c'est les usagers, les familles, les professionnels de santé, et puis aussi tous les acteurs communautaires, ceux qui s'occupent du logement, ceux qui s'occupent de l'emploi, de l'insertion. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dans la psychiatrie proprement dite, mais on est dans l'inclusion dans la société des personnes vulnérables. Une démarche territoriale en santé, c'est une volonté politique qui vise à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, avec la détermination, en tout cas pour les CLSM, des élus locaux, des institutions, des professionnels, qui est fondée sur une méthodologie rigoureuse, c'est-à-dire qu'on part d'un diagnostic, ensuite on définit des priorités, on planifie et on évalue ces actions.
c'est territorialisé, donc avec un territoire bien défini, qu'il s'agisse de la commune ou du département. Une démarche ascendante, je disais bottom-up, c'est-à-dire qu'on part des constats et des attentes des usagers et pas d'une décision qui arriverait avec une circulaire ministérielle. Et c'est partenarial, donc on est dans une synergie avec tous les acteurs, une approche transversale qui s'appuie sur les déterminants en santé et qui est coordonnée. Je crois que dans la salle, il y a la coordinatrice du Conseil local de santé mentale de Clermont-Ferrand. Je suis moi-même le coordonnateur du projet territorial de santé mentale des Alpes-Maritimes. Le Conseil local de santé mentale, vous l'avez vu, c'est cette volonté de décloisonnement des principaux acteurs, une instance de concertation, c'est une plateforme, une instance de concertation collective et d'élaboration de projets, une plateforme de coordination entre les professionnels et les institutions. Et c'est vraiment la volonté du maire. Juste un petit mot sur les Alpes-Maritimes, parce que dans la région PACA, il y a 17 CLSM, mais il y en a 10 dans les Alpes-Maritimes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bien, parce que ça a été pour nous une richesse dans la construction du PTSM, c'est d'avoir déjà des CLSM qui connaissaient bien le terrain, qui avaient déjà posé des tas de diagnostics et savaient exactement comment nous aider à construire les choses. Alors, je vais vous faire grâce de l'historique des CLSM, mais sachez que ça existe maintenant depuis une douzaine d'années, mais vous voyez que vraiment les bases, les fondements ont débuté au début des années 2000, et c'est pas pour rien que c'est assez contigu avec, chronologiquement lié à ce grand mouvement de démocratie sanitaire. On est sur les mêmes calendriers de développement. Alors, j'évoquais le développement fort des CLSM. Vous voyez qu'il y a 10 ans, il y avait 40 conseils locaux de santé mentale et quelques-uns en projet. Et puis, 10 ans plus tard, il y a 262 conseils locaux de santé mentale, un bon nombre en projet, en sachant qu'avec les nouvelles élections municipales, tous les maires ont reçu des forts encouragements pour essayer de mettre en place une organisation qui prenne en compte la santé mentale de leurs concitoyens. Et puis, entre les nouvelles élections, les encouragements du CCOMS et du ministère, et puis la Covid-19, je crois que beaucoup maintenant sont vraiment convaincus qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors voilà comment c'est organisé. Vous avez une assemblée plénière qui est présidée par le maire ou son représentant, et puis il y a, qui se tient à peu près une fois par an, et puis un comité de pilotage. Et le comité de pilotage, il est très restreint. C'est les institutionnels de la mairie, le maire qui préside avec la coordinatrice. Il y a le psychiatre chef de secteur, les représentants des usagers, les représentants des familles. Ça, c'est le comité de pilotage. Et ensuite, il y a des groupes de travail qui sont différents en fonction des priorités qui ont été identifiées dans la commune ou sur le périmètre qui a été perçu. Le projet territorial de santé mentale, le PTSM, vous voyez que c'est un outil partagé, concret de planification des projets. Et donc, c'est là aussi la volonté de décloisonner les politiques publiques. Alors, ça, c'est une obligation. Il y a eu un cadre législatif et réglementaire avec une orientation nationale. C'est cette fameuse loi de modernisation de notre système de santé. Dans son article 69, il y a la nécessité de mettre en place des projets territoriaux de santé mentale. C'est confirmé par la circulaire de 2017 et l'instruction ministérielle de 2018, renforcé par la loi Ma Santé 2022, et c'est porté vraiment par la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Et puis, il y a une inflexion qui est donnée par le plan régional de santé, et par exemple, celui de la région PACA, mais je crois que c'est à peu près la même chose partout, c'est le fait, bien entendu, d'insister sur la dimension de la santé mentale, réfléchir nos prises en charge en termes de parcours de soins, avec la gradation de l'offre de soins, renforcer le virage ambulatoire, l'offre ambulatoire en psychiatrie, et proposer des soins orientés vers le rétablissement et l'empowerment des usagers, le respect des droits, ce qui est le thème de l'ACISM cette année, la lutte contre la stigmatisation, et puis un point que je ne développerai pas mais que vous avez tous en tête, c'est réellement prendre des mesures pour améliorer grandement la prise en charge somatique, la prise en charge physique des malades psychiatriques qui restent toujours avec une espérance de vie très réduite. Alors, juste, je vous donne quelques exemples de celui que je connais le mieux, c'est celui des Alpes-Maritimes. Tout commence par un diagnostic. Et là, c'est le service universitaire de santé publique qui a fait ce diagnostic. Vous voyez qu'on parle des caractéristiques du territoire.
Pour ceux qui ne connaissent pas les Alpes-Maritimes, c'est un territoire bizarre. Il y a un peu plus d'1 million d'habitants et il y a 80% de la population qui habite sur 6% du territoire. Tout le monde habite sur le littoral. Vous avez en moyenne un pays complètement désertifié par la population, mais aussi avec un désert médical. Il n'y a pas de professionnels. Pour vous donner un exemple, il y a 0 psychiatre au-dessus du littoral, alors qu'il y a 120 psychiatres libéraux installés dans la ville de Nice. Rien que dans la ville de Nice, il y a 120 psychiatres libéraux installés. Ils aiment l'eau. Je ne sais pas, l'eau salée peut-être. Les données sociodémographiques, là aussi juste un mot, mais moi j'ai été très surpris d'apprendre le nombre de familles monoparentales, qui sont souvent des femmes et dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté. On n'imagine pas, parce qu'on est à côté de Monaco, voilà. Les données épidémiologiques ne sont pas très différentes de la prévalence des troubles, c'est sensiblement la même que celle du pays entier. Et pour les ressources du territoire, donc, on a identifié l'offre de soins sur le territoire. À côté de ce diagnostic qu'on a appelé quantitatif, il y a un diagnostic qualitatif. Alors, on a repris, parce que là aussi c'est réglementaire, il y a 6 thématiques réglementaires qui ont donné chacun lieu à un groupe de travail. C'est l'intervention précoce et l'accès aux services, les parcours, le rétablissement, l'inclusion sociale, l'accès aux soins somatiques, les situations de crise et d'urgence, le droit des usagers, la lutte contre les stigmatisations, et puis les déterminants de santé. Et donc, il y a eu, en ce qui concerne l'activité, une centaine d'acteurs qui ont été mobilisés, 33 réunions de travail, 7 groupes. Alors, 7 groupes parce qu'il y a eu les 6 groupes thématiques, vraiment très mixtes. Et puis, l'ARS a pensé que les usagers, dans les groupes avec des professionnels, soit du soin, soit du social, pourraient être un peu inhibés pour faire valoir leur point de vue. Et donc, il y a eu, en plus de leur participation dans tous les groupes, il y a eu un groupe d'usagers qui a balayé tous les thèmes pour qu'ils aient vraiment une libre expression sur ce qu'ils pensaient et qu'ils ne soient pas contraints de penser comme les professionnels qui savaient déjà. Voilà. Simplement pour vous dire, alors je ne vais pas détailler tout ça, mais les constats transversaux de ce diagnostic qualitatif, eh bien, c'est avant tout, et ça vous le retrouvez partout, c'est le cloisonnement. Je vous ai beaucoup parlé d'instances de décloisonnement. C'est le cloisonnement entre les secteurs, entre les professionnels, les psychiatres qui ne communiquent pas avec les généralistes, qui ne communiquent pas avec le monde éducatif, les psychiatres privés qui ne communiquent pas avec les libéraux, et c'est surtout le contraire dont ils se plaignent, et puis les psychiatres qui ne communiquent pas entre eux. Alors ça, c'est aussi un problème, c'est que lorsqu'un psychiatre suit un patient et il a besoin du dossier pour savoir ce qui s'est passé avant, c'est le parcours du combattant pour obtenir quelques informations de la part de ses confrères. Des insuffisances dans la formation, parce que l'UNAFAM, ils vont dans les réunions et ils voient qu'il y a des approches psychothérapiques, il y a des approches d'éducation à la santé, il y a de la remédiation cognitive, et ils se disent pourquoi on ne propose pas ça à mon fils malade? Ils ne proposent pas parce qu'il y a certains psychiatres qui ne savent pas que ça existe et qui n'ont pas de connaissances là-dessus, et donc il y a une vraie carence au niveau de certaines formations, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certains. Des difficultés d'accès à l'information pour les patients, les familles, les professionnels. Voilà. Donc beaucoup de choses qui ont pu être identifiées comme des problèmes. Et ça a donné lieu à la priorisation de 24 fiches actions. Alors 21 fiches actions et 3 fiches qui sont des fiches d'intention. Notre satisfaction, ça a été qu'elles étaient bien, la ventilation était très équitable entre les fiches qui s'inscrivaient dans le champ de la prévention et du repérage précoce, celles qui étaient vraiment dans le parcours de soins et celles qui étaient plutôt sur l'accompagnement, le handicap social, la vie sociale et citoyenne. Donc là, vous aurez le PowerPoint et vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir accès à la totalité du document. Alors, comment ça fonctionne? En termes de gouvernance, eh bien, il y a un comité de suivi avec les instances départementales, que ce soit l'ARS, le conseil départemental, le CODES, et puis les différentes, la commission territoriale de santé, les représentants des GHT et des représentants des usagers et des aidants. Et ça va concerner les projets qui doivent être... Alors, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre, il y aura la signature par le directeur général de l'ARS PACA des conventions, puisque le PTSM va devenir le CTSM, le contrat territorial de santé. Et puis, on a fait aussi un comité opérationnel qui concerne d'une part ceux qui ont été acceptés, puisque 8 de ces projets sont maintenant financés. Donc, ceux-là, on va les accompagner dans la réalisation, parce qu'il va falloir les évaluer. Et puis, il y a
ceux qui, pour le moment, n'ont pas encore été financés, ou bien ceux qui sont en cours de préparation et qui ont besoin d'aide. Et donc, il y aura une commission qui va s'occuper de ça. Alors, je termine là-dessus pour vous dire que finalement, on a accompagné un certain nombre de projets. Mais il y a des principes, des valeurs qui nous sont vraiment, auxquels on accorde beaucoup d'importance, et ils sont au nombre de 4, c'est nos points cardinaux. Premièrement, il faut que vraiment le travail procède d'une démarche de démocratie en santé, c'est-à-dire qu'on soit dans l'échange, le partage, le dialogue, la concertation, en s'appuyant sur la participation active de tous les acteurs. Ensuite, que dans ces projets, il y ait vraiment le souci de réduire la stigmatisation et la discrimination dont les personnes qui vivent avec un trouble psychique sont victimes, et cela au moins sur 2 aspects: le respect des droits fondamentaux, c'est-à-dire s'opposer à tout ce qui est déni des droits légitimes des personnes, et puis la reconnaissance de leur savoir expérientiel, le fait de savoir que eux, la maladie, ils la connaissent d'une autre façon que nous, mais ils la connaissent parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair. Troisième aspect, c'est la notion de viser l'inclusion sociale. Alors ça, on en a parlé un petit peu, Jean-Pierre Ollier en a parlé aussi. Ce qui est important, c'est vraiment que les personnes, à l'issue de nos prises en charge, ne soient pas forcément dans la société. On a connu dans les années 60 le grand mouvement de désinstitutionnalisation. Quitter l'hôpital, on peut le faire. Je crois que depuis le début, que ce soit Jean-Louis Terra ou Jean-Pierre Ollier, explique que la chose la plus facile à rater, c'est la sortie, quoi, hein. Donc les gens, ils peuvent être dehors, mais dans quelles conditions, et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens retrouvent une participation à la communauté à laquelle ils appartiennent. Et puis, la notion d'empowerment, c'est-à-dire c'est le niveau de choix, de décision et de contrôle des événements que les personnes vont rencontrer dans leur vie. Et le dernier point, pour revenir à l'aller vers dont on a parlé quelques fois, c'est le fait, alors, vous voyez, on a parlé du cloisonnement. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est cette volonté, lorsqu'on fait des projets, d'imaginer des structures qui vont être au cœur de ce projet. Alors on s'aperçoit que les structures, plus il y en a, plus ça balkanise notre discipline, et puis ça cloisonne, et vous avez des petites républiques à droite, à gauche, qui communiquent pas bien. Et donc l'idée, c'est pas de réfléchir en termes de structure, mais de réfléchir en termes de service, au sens de prestations offertes. Et c'est là qu'on est dans une vision transversale, on apporte une prestation, et à ce moment-là, on peut jouer sur d'autres critères qui ne sont plus forcément la structure identifiée, mais c'est la disponibilité, la réactivité et la mobilité. Alors pour conclure, je vous rappelle que PTSM et CLSM ont en commun de répondre aux préconisations de l'OMS. Tous deux proposent une approche de santé publique qui associe promotion, prévention et traitement pour tous les citoyens à tous les âges de la vie. C'est une approche multisectorielle qui va promouvoir les droits humains et lutter contre la discrimination, qui est socialement inclusive, basée sur la participation dans la cité, qui fait la promotion du rétablissement et de l'empowerment, et puis surtout qui se propose d'évaluer le niveau de satisfaction des citoyens par rapport aux politiques locales de santé mentale. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui se complète vraiment bien, hein, qui à la fois illustre et montre les ingrédients d'une construction sociale. Hein. Manifestement, le ministère de la Santé ne peut pas tout faire. Et moi, je dis souvent pour les patients que le problème est interministériel, comme une mairie qui gère différentes difficultés, et que les solutions sont aussi interministérielles. Et que certainement, comme point de départ dans cette complicité, partir du patient, de sa famille, de son nid, hein, est une base, à mon avis, assez saine, qui rappelle la notion d'excellence territoriale, c'est-à-dire comment on met autour d'un petit groupe les différents services possibles, ressources autour d'elle, pour simplifier les voies d'accès et éviter que les personnes passent par des guichets multiples, recommencent tout à zéro, au risque de se désespérer. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos patients sont désorganisés, sont épuisés, et que quelquefois, rien que d'aller à un rendez-vous de CMP, c'est déjà une œuvre de plusieurs jours. Hein. Se préparer, se laver, y aller,
c'est très lourd. Et donc, il peut y avoir très vite du découragement, de la négligence. Et donc, comment leur mettre près d'eux, comme des prises d'escalade, à 15 cm d'eux, 20 cm, pour remonter. Enfin, je demande souvent dans l'établissement si on faisait un mur d'escalade pour qui serait un peu l'image de comment on remonte la pente, hein, en sachant que les personnes peuvent partir de la vase, c'est-à-dire le visage couvert de vase, et qu'au début, c'est qu'essuyer la bouche, nettoyer les yeux et commencer à parler. Hein. Et se relever est très très long. Je travaille actuellement dans le domaine des risques psychosociaux, mais burn-out, psychotrauma, les gens mettent 10 mois, 20 mois pour remonter la pente, alors qu'ils ont des acquis énormes au départ, des ressources énormes, mais ils sont vraiment cisaillés par ce qui est arrivé. Hein. Donc le rétablissement est d'une longueur, c'est vraiment du marathon, hein, et ce n'est pas en proposant. Et ça me rappelle ce que, avec Roufac, la mairie de Mulhouse fait des projets de greffe, d'implantation, c'est-à-dire que quelques patients sont greffés dans la communauté, et là tous les services publics, plus que les sévices publics, hein, se mettent d'accord pour faire simple, qu'on puisse communiquer et qu'on ne répète pas. Je pense que nos patients meurent quelquefois de répéter les mêmes choses et de ne pas être entendus. Hein. Donc c'est aussi si bien d'entendre les choses, de les retenir et les organiser après. Hein. On se voit que beaucoup de personnes écoutent mais ne retiennent pas. Hein. Retenir, c'est très important, et ensuite c'est construire. Hein. Donc il ne faut pas trop écouter, mais surtout retenir et faire les choses avec une certaine fiabilité. Donc moi je trouve que c'est vraiment très intéressant sur une chose. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les patients, ce qu'ils veulent d'abord, c'est aller mieux. Et quelquefois, on le prend pour une résistance thérapeutique, comme une petite mauvaise volonté, et que ça peut être un facteur de désespérance important. Donc attention, quand un patient est hospitalisé depuis 3 semaines et qu'il ne va pas mieux, c'est un grave problème pour lui. C'est une complication pour nous, mais c'est un très grave problème pour lui, et qui peut déboucher, j'en ai quelques expériences, sur une crise suicidaire sévère, hein, qui peut mal finir. Les personnes viennent d'abord pour aller mieux, il ne faut pas l'oublier, c'est leur premier besoin. Alors, des questions, parce que donc j'ai amorcé des questions. Voilà, allez-y, présentez-vous et... Vous avez du coffre, c'est bien. Vous parlez de démocratie, notamment sur l'étymologie grecque. Poser la question au niveau du quotidien et dans nos établissements, où sont nos agoras ? Où sont les endroits où les patients peuvent nous convoquer, nous poser des questions, avoir librement accès à des informations en étant dans une situation d'équité, en parlant dans votre oreille, sans risque, et pour aller peut-être jusqu'au bout de la démocratie grecque, ils avaient le peuple à pouvoir d'ostraciser éventuellement ceux qui les représentent mal ou ne les écoutent trop peu. Trop souvent, c'est eux-mêmes qui sont réduits à un sujet de soin et à une stigmatisation, voire même de temps en temps à une sortie prématurée. Donc, où sont ces espaces de démocratie sanitaire au sein même de nos hôpitaux ? J'en parle d'autant plus facilement qu'on commence à avoir, nous, des pères aidants, et étonnamment, la qualité des soins, ils ne la définissent pas du tout comme nous. C'est beaucoup plus doux, ça parle beaucoup plus d'accueil, de disponibilité, et eux seuls peuvent le mettre en scène, avec le fameux adage « rien pour nous sans nous ». Donc, même si nous, on a le sentiment de les mettre au cœur, en fait, c'est quand on se tait finalement et qu'on les écoute qui sont vraiment au cœur, n'est-ce pas ? Oui, je crois que vous avez raison. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a des progrès à faire, des évolutions à faire. Après, là, vous signalez les médiateurs de santé, c'est quand même aussi une possibilité de faire le trait d'union entre le monde des soignants et le monde des personnes en soins. Je les ai souvent appelés, hein, ces interfaces, là c'est un peu des ambassadeurs, puisque finalement ils expliquent aux professionnels de santé ce qu'il faut comprendre du discours de l'usager, et ils expliquent à l'usager ce qu'il faut comprendre de l'attitude du professionnel de santé. Jean-Pierre Ollier a parlé des maisons
des usagers, hein, celle de Sainte-Anne en particulier fonctionne bien. Donc il y a des pistes, tout n'existe pas, mais il y a vraiment des pistes pour développer ces lieux d'échange qui ne peuvent pas se résumer à la CDU, qui est le lieu de règlement de certaines difficultés. Ce n'est pas le meilleur des lieux. Moi, j'avais une petite envie de réponse. Moi, je me souviens dans le service, c'était plutôt le corridor. À l'Agora, c'était le corridor. C'est-à-dire que les patients vous interpellent pour dire cela. Et puis, on avait fait avec un psychiatre qui s'appelle Jean Furtos, que vous connaissez peut-être pour certains, ce qu'on appelle une réunion publique. C'est-à-dire que tout le monde déposait sa folie au vestiaire, même les psychiatres. Hein, et on parlait et on négociait, mais vraiment comme des marchands de tapis. Et les choses se disaient. C'est-à-dire que la psychopathologie n'était plus un prétexte, on se disait les choses. Et je me souviens que j'avais fait ma thèse de médecine sur ce sujet, sur la réunion publique, qui permettait d'avoir une espèce de parole libre, tout est entendable, il n'y a pas de souci, et avec une certaine vergogne, impertinence, remise en cause, hein, qui est notre poil à gratter dont on a bien besoin souvent. Alors, juste pour compléter ça, à Nice, ça n'a pas duré trop longtemps, hein, Jean-Pierre l'a certainement connu, le professeur Collomb est venu quelques années à l'abbaye à Nice et avait mis en place des choses qu'il maîtrisait bien de sa pratique à Dakar, hein, et qui était vraiment, alors là pour le coup, l'Agora, c'était des réunions qui décidaient tout. Et jeune interne, ça m'effrayait, parce que c'est les patients qui décidaient si M. Untel devait être hospitalisé ou pas. Donc ça pouvait aller bien loin, cette affaire-là. Je pense qu'il faut peut-être pas cultiver une certaine nostalgie trop. Je veux dire que les patients n'ont plus la même durée de séjour à l'hôpital aujourd'hui que ce qui existait il y a encore quelques années. Je pense quand même que dans l'immense majorité des cas, les patients ne souhaitent pas rester longtemps à l'hôpital. Bien sûr, il y a des contre-exemples, mais dans l'immense majorité des cas, les patients attendent de nous de programmer le plus rapidement possible ce que j'aime bien moi appeler une ordonnance de vie. Une ordonnance de vie, c'est-à-dire que, évidemment, qui doit être co-construite avec eux, qui doit comprendre un ensemble d'éléments supposés leur permettre le plus rapidement possible de retourner dans une vie la plus autonome possible. Et je pense là, ma génération a connu effectivement le post-68 et même Michel Foucault. Hein, je disais en aparté, si vous avez une minute, je peux vous raconter la rencontre de Michel Foucault avec la psychiatrie. Michel Foucault a fait l'objet d'un délire érotomaniaque, c'est-à-dire une étudiante convaincue de manière délirante que Michel Foucault était amoureux d'elle. La pauvre, elle n'avait aucune chance, mais bon, ça c'est autre chose. Elle allait à tous ses cours, et puis, vous savez qu'il y a 3 phases dans l'érotomanie. Il y a la phase d'espoir, il y a la phase d'attente, où quand elle n'en peut plus d'espérer, la phase de désespoir, un peu de dépit, et puis il y a la phase de colère, de rancune, de vengeance. Et là, elle est allée sur le palier de la maison de Michel Foucault pour l'agresser lorsqu'il rentrait chez lui, parce qu'elle avait récupéré son adresse. Devinez que fit l'auteur du pouvoir, et je ne sais plus, Michel Foucault. Il appela la police. La police, évidemment, interna la malheureuse. On était tout juste après 1968. Le psychiatre qui l'a reçu, un tout petit peu pris dans la folie de 68, la fit ressortir 15 jours après. Évidemment, le bal reprit. Et c'est là où l'histoire devient tristement drôle. C'est que Michel Foucault téléphona à mon maître Georges Dumaison, de qui je tiens l'histoire, pour lui dire « Mais les psychiatres sont incroyables, ils l'ont déjà laissé ressortir. C'est pas possible. » Donc, on peut avoir un discours sur le pouvoir médical, sur la liberté, et puis il y a éventuellement l'écart idéopraxique. Donc je veux dire que, tout ça, on a connu cette période un tout petit peu, les moins jeunes d'entre nous, mais donc, point trop de nostalgie, je crois que les patients attendent avant tout que nous trouvions, le plus possible avec eux bien sûr, les solutions thérapeutiques au sens large, qui les soulagent et qui dans certains cas leur permettent de guérir.
Merci il fallait cette anecdote quand même pour voilà, ça me permet entre les grands principes et la réalité. Hein. C'est le moment de clore cette session. Moi j'ai allez, dernière question. Quelques instants. Oui, Jean Chazal, je suis neurochirurgien. Bon, il n'y a pas de saut métier, vous voyez. J'étais doyen de la faculté de Clermont-Ferrand et en connexion étroite avec toutes les spécialités et bien sûr la psychiatrie. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à une opposition du savoir et des croyances. Le savoir, c'est le résultat des données scientifiques actualisées, qui peut conduire au débat, au doute, mais finalement doit revenir aux certitudes de haut niveau, selon les critères de la HAS. Bon, or, les patients, et je reviens à la démocratie sanitaire, les patients de la loi Kouchner, les patients qui participent ont accès à une multitude d'informations, à une espèce d'obésité d'informations qui conduit au scepticisme. Et ce scepticisme, d'une certaine façon, affaiblit notre science, la science universitaire, la science de l'HAS. La science devient faillible. Et pourtant, la diffusion de la science, on nous dit, c'est une exigence sociétale. Mais aujourd'hui, cette science est diffusée, encore une fois, à travers cette obésité de l'information. On a du mal à s'y retrouver. On l'a vu pour le Covid, on a vu pour l'ARN messager, on a dit qu'il se recombinait à l'ADN, etc., etc. Et je crois que toutes nos spécialités sont touchées par ça. Qu'en pensez-vous? Parce que je crois qu'effectivement, chez vous, la démographie sanitaire est essentielle. La participation du patient et de sa famille, qui souvent a peur de ce scepticisme. Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez raison de dire que l'accès à l'information, notamment par ce qu'on appelle la toile, enfin Internet, ça donne lieu aussi à des multiples informations qui ne sont pas toutes du même niveau de robustesse et de certitude, vous avez raison. Moi, ce qui me rassure un peu quand même, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait sur les directives anticipées, et on demande aux personnes qui, au décours d'un épisode de psychopathologie, en cas de récidive, quel type de mesures ils aimeraient qu'on prenne. Alors ils disent, j'imagine que j'ai besoin de médicaments, j'imagine que, mais pas celui-là, parce que celui-là je le supporte vraiment pas, j'ai besoin peut-être d'être hospitalisé, mais pas chez le docteur Entel, parce que lui il est quand même étrange. Voilà. Donc ils donnent leur truc, après normalement c'est comme un testament, ils l'ont sur eux, normalement les services d'urgence devraient en tenir compte, etc. Et la grande surprise de ça, c'est que par rapport à tout ce qu'on peut imaginer, les propositions des usagers ne sont pas extravagantes du tout. Ils ont vraiment conscience de la possibilité, le risque. Après, si votre question c'est qu'est-ce qu'on trouve sur Internet, on trouve de tout. Il y a peut-être aussi une formation à conduire avec tout le monde sur l'analyse qu'on peut faire. C'est qui a écrit l'article, d'où il vient, à quelle date ça a été fait. Parce qu'il y a des choses qui ont été vraies à une époque et qui ne le sont plus 3-4 ans après, par exemple. Donc, et c'est vrai que les informations sur Internet s'écrasent les unes les autres, et des fois vous voyez un article qui paraît intéressant, sauf qu'il date de 5-6 ans et qu'il n'est plus d'actualité. Voilà ce que je peux... Honnêtement, je n'ai pas de réponse, mais hélas, ces maladies mentales sont visibles. Hein, et elles jouent tous les jours. Hein. Et je n'ai pas trouvé chez mes patients des éléments de remise en cause du savoir, des lignes directrices, des recommandations, telles qu'on peut le voir dans la question de l'ARN messager, comme ça. Moi, j'ai reçu beaucoup de personnes, voilà, mais même en expertise, hein, pour le Conseil de l'Ordre, hein, c'est quelque chose qui peut ravager, cette pensée magique, ces croyances. C'est indépendant presque des maladies mentales. Hein, j'ai vu. Voilà. Non, peut-être pour conclure, j'aimerais dire, j'avais une idée à un moment donné avec Psymobile. Nous n'hospitalisons pas, sauf urgence, sans avoir fait une HAD préalable, une VAD préalable. Pourquoi? Parce que vous préparez la sortie à ce moment-là. Les Américains le disent, on prépare la sortie le jour de l'entrée. Si vous connaissez les conditions de vie de la personne à domicile, moi j'ai eu des domiciles, on n'aurait pas pu faire mieux à l'hôpital. Et puis d'autres domiciles, à pathologie égale, voire moindre, il faut sortir le patient de son milieu tout de suite, parce que c'est un grand danger. Hein. Il y a la provocation, il y a n'importe quoi, les médicaments, c'est du poison. Hein. Donc je pense que ça peut être une précaution, et nous, avec Psymobile, au lieu d'hospitaliser à 100%, on hospitalisait entre 8 et 12%.
alors que sur le papier, c'était que des cas hospitalisés. Donc ça, c'est peut-être une chose qui pourrait être intéressante, économique, je dirais, parce que les personnes, surtout, veulent... Nous, quand on était mis en place, c'était surtout, on avait les séquelles des mises en chambre d'isolement. Donc les gens disaient, une fois, mais pas deux. Donc ils ne luttaient pas contre une bonne psychiatrie, ils luttaient contre les menottes, la contention est restée 8 jours ou 15 jours. Et nous, on a vu dans notre hôpital, au Vinatier, avant, j'avais le DIM, je m'occupais du DIM, entre autres. Avant, c'était 5% des patients. On est passé à 17% en chambre d'isolement. Moins longtemps, mais plus. Donc, est-ce que c'est un système répulsif à des soins hospitaliers, et je pense que j'ai eu des personnes, on allait, ils ne voulaient pas, ils nous accueillent. J'ai dit, alors il me provoquait, j'ai dit, c'est qui? J'ai dit, c'est la psychiatrie. Il me dit, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt parce que le CMP m'écrivait, je venais pas. Ah ben, installez-vous. Donc c'est quelle psychiatrie ils veulent, c'est pas la psychiatrie. Donc celle qui peut avoir des marques de brutalité parce que la personne est désorganisée, comment en amont on arrive à prévenir, on écoute un peu en amont, et intervenir 6 heures plus tôt, ça peut changer tout. Ça peut changer tout. Donc c'est un message pour nourrir ce projet, l'habiter, je trouve que c'est absolument passionnant.